puisque nous sommes aujourd'hui le 3 mars, et que c'est un 3 mars qu'Hergé est décédé, donc en 83. Donc c'est vraiment un anniversaire marquant. Ce n'est pas tous les ans que ça tombe jour pour jour comme ça, et c'est un anniversaire tout à fait particulier, évidemment. Hergé nous quittait donc il y a 35 ans. On a souhaité que ça soit marqué ici dans notre Assemblée Générale. Donc j'ai demandé à Jacques Langlois de nous préparer quelque chose. Donc il nous a préparé une petite surprise en hommage à Hergé. Jacques, à toi. En ce qui concerne Hergé, il y a donc 35 ans, je ne me rappelle que trop bien comment ça s'est passé. J'étais à mon bureau, jeune cadre, j'avais 32 ans, d'une entreprise à laquelle je vendais ma force de travail. Et avant d'entrer en réunion, en ce début d'après-midi, j'avais passé un coup de fil banal à mes parents pour prendre de leurs nouvelles. Et à la fin de cette conversation, banale en effet, ma mère, sur un ton qu'elle aurait pris sans doute pour m'annoncer que le chat de la voisine avait fugué, m'a dit « Ah tiens, aux informations, ils annonçaient que ton ami Hergé était mort ». Et évidemment, ça m'a fait un choc qu'elle n'imaginait pas, visiblement. Et effectivement, je l'ai appris comme ça. On était le vendredi 4, il était à peu près 13h30 à Paris. Et j'ai vraiment eu le sentiment que une partie de ma jeunesse s'arrêtait là. Parce que Hergé correspondait pour moi à 20 ans de correspondance, de rencontres. Bien sûr, depuis 3 ans, j'avais bien remarqué que mes courriers vers l'avenue Louise ne recevaient que des réponses signées d'un certain Alain Baran, que je ne connaissais pas vraiment à l'époque, et avec des formules de politesse convenues, puis un peu plus de, je dirais, de relations fraternelles ou amicales au fur et à mesure qu'on s'est un peu connus et rencontrés. Mais c'était quand même pas Hergé, c'était quand même pas Hergé, c'était pas pareil. Et il évoquait dans ses courriers la maladie pour excuser le fait que ce ne soit pas Hergé qui me répondait, avec parfois d'ailleurs un ton un peu plus d'espérance, en disant exactement vacances, il se repose, laissant entendre que peut-être, il y aurait une amélioration. Je me persuadais qu'Hergé n'était pas mort, que Georges Rémy peut-être, mais pas Hergé. Hergé vit par ses personnages et ses lecteurs. En fait, je n'ai pas été le seul, évidemment, à écrire, et quelques semaines plus tard, j'ai reçu, comme beaucoup d'autres, une petite lettre un peu impersonnelle, mais sympathique tout de même, de remerciements signés, et je le souligne sans ironie ni amertume, de personnes qui n'ont pas souvent signé côte à côte par la suite, il faut bien le reconnaître, et qui avaient affronté ensemble ce moment. Plus positivement, je dirais que quelques semaines passant, j'ai reçu une invitation à m'associer à une messe qui a été faite donnée en l'honneur d'Hergé le 18 mars. Et il y avait là un programme de déroulement de cette messe. Je dois avouer que je n'ai plus aucun souvenir de ce que pouvait être l'improvisation sur le thème Tintin au paradis, qui figure ce programme de la messe. Et il y a quelques années, dans les archives de Moulinsart, j'ai retrouvé une photo prise à l'entrée ou à la sortie de la messe, je ne peux pas dire. Alors ce n'est qu'une photocopie de la photo, parce que je n'ai pas osé ni la prendre, ni la faire reproduire. Si Philippe Fontaine peut faire quelque chose, je ne sais pas. On reconnaît à l'extrême droite Étienne Paulet, encore bien jeune. Au milieu, la haute silhouette de Luc Beyer, dont on vient de parler. Et au deuxième plan, au milieu, un barbu, que je vous laisse le soin éventuellement d'identifier, qui a pas mal changé de vie. Et je me souviens surtout d'une intense solitude, parce que je ne connaissais strictement personne, à part Alain et Bob, mais qui étaient trop pris et trop entourés, et que je suis reparti de là assez triste, c'est vrai. Et j'ai été au nouveau cimetière d'Uccle, où reposait provisoirement Hergé. La première fois où j'étais à ce cimetière, je le dis pour l'anecdote, puisqu'on est aux ADH, j'étais chez Stéphane Stéman, et je lui ai dit, bah, écoute, j'aimerais bien, c'était les 20 ans d'amour d'Hergé, j'aimerais bien, je n'ai jamais été sur la sépulture d'Hergé, au Divec. Et Stéphane, très ému, me dit, bah, je vais te faire un aveu, je n'ai jamais osé y aller. Et si tu veux y aller, je suis content de t'accompagner. Et donc on a été tous les deux pour la première fois. Alors, pour ceux qui ont été au tout début, la plaque était un peu différente, l'inscription était un peu différente, elle était directement sur la pierre,
Et l'inscription était Georges Rémy-Hergé, avec d'ailleurs les dates complètes de naissance et de mort. Et puis, pour des raisons que je ne connais pas, quelques années plus tard, on a posé sur la pierre une nouvelle plaque qui cette fois dit Georges Rémy-Hergé. Pour moi, la mort d'Hergé, c'était un peu la fin de l'histoire. No future. Comme m'avait dit Hergé, Tintin mourrait avec lui. Et je citerai encore Gabriel Mastef qui écrivait un mois après la première attaque de la maladie fatale, j'étais à Bruxelles et je dînais avec Hergé, sa femme et notre excellent ami commun Stéphane Janssen. Ce fut j'arrive pas à me relire, une soirée de délices. À un moment, Hergé déclara « L'avenir n'existe pas, seul existe le présent ». Ce mot résumait admirablement le sens de son œuvre et de sa vie. Et effectivement, on a eu souvent le sentiment que tout s'arrêtait là. Et en fait, dès le soir même, en France, comme chez vous en Belgique, on a vu les journaux télévisés consacrer leur une et de longues minutes. J'avais préparé un petit extrait du journal d'Antenne 2 avec Poivre d'Arvor à l'époque, mais malheureusement la technique est défaillante et la vidéo ne passe pas. Mais donc on a vu beaucoup de témoignages. Alors il y a eu, par exemple, Le Soir de Bruxelles, qui, Dieu sait, depuis 1944, avait été très économe pour parler d'Hergé, et qui d'un seul coup, devant l'événement, lui consacre pendant toute une semaine, une page entière. Hein. On a eu bien sûr le numéro de Libération, je vais y revenir, c'est toujours l'image de Tintin, effectivement, pleurant de Chang qui apparaît. Il n'y a pas dans le monde, Bruno Frappa a eu cette curieuse comparaison. Georges Rémy était à la bande dessinée, ce que Bach était à la musique. Pourquoi pas? Et ce numéro de Libé, si connu, voici dans sa version originale et évidemment très jaunie, avait été monté, comme vous le savez, dans la nuit, du vendredi au samedi, et tous les événements couverts par le journal, et Dieu sait ils étaient nombreux, il y avait notamment en France des éditions municipales très attendues, puisque c'était les premières de l'ère Mitterrand, et on s'attendait à une première déculottée des socialistes à ce moment-là, ce qui d'ailleurs n'a pas manqué d'arriver. Je ne me réjouis pas spécialement, ne croyez pas. Et donc, tous ces événements avaient été traités par des illustrations tirées d'un homme d'Hergé. Puis il y avait quelques pages consacrées à Hergé. On y trouvait d'ailleurs Benoît Peeters, qui commençait à se faire connaître alors qu'il n'avait pas encore fait paraître son monde d'Hergé, chez Casterman. On y trouve aussi quelques scories inéditables, comme un Georges Rémy, R.E., accent aigu, M.Y. On y apprenait que le prochain Tintin les faussaires, le scénario et le découpage étaient terminés. Bonne nouvelle. Et là, c'était pas tout à fait le cas non plus. Mais enfin bon, c'était quand même un numéro formidable. Et je veux dire que Gérard Lefort et tous ceux qui aimaient Tintin, les Baillons et tout, qui avaient travaillé là-dessus, avaient fait un sacré beau boulot. Merci.